Le gouvernement s'exprime sur Gabon 24, 3 secteurs et des attentes. Les transports, la marine marchande et la mer sont des secteurs clés qui méritent que l'on en comprenne le fonctionnement. Pour cela, je reçois pour vous le capitaine de vaisseau Moudouma Ndinga Loïc, Dieudonné Loïc, c'est dit. Merci d'être avec nous sur le plateau de Gabon 24. Vous êtes ministre des Transports, de la marine marchande et de la mer, d'où votre présence sur notre plateau. Merci. Comment allez-vous ? Ça va très bien, ça va. L'armée est la grande muette. Hein. Donc, quand on voit des hommes en uniforme, on fait un petit peu attention à ce qu'on dit, mais quand même, il nous faut vous poser toutes ces questions de fond. Mais je vous en prie. Allez-y, dites-nous dans quel état se trouve ce secteur. Allez, branche par branche. On commence par le transport, puis la marine marchande et après la mer. D'accord, merci. Ben, écoutez, je vous remercie déjà de nous accueillir sur ce superbe plateau. Souvent, on vous voit à l'écran, mais d'y être, c'est certainement une autre histoire. Donc, merci. Voilà. Heureusement, vous détendez avec le trac au début, sinon je ne pourrais pas parler, j'ai beau être militaire. Je vous remercie vivement. Alors, le transport. D'abord, le département, il y a le transport, il y a la marine marchande et la mer. Tous les trois semblent être en même, mais en fait, il y a beaucoup de différences là-dedans. Le transport, on va comprendre plusieurs vecteurs. Il y a le vecteur aérien, il y a le vecteur maritime, il y a le vecteur ferroviaire et le vecteur terrestre. L'objectif, c'est que les individus, les concitoyens puissent partir d'un point A à un point B quand ils veulent le faire, avec le moyen qu'ils veulent et surtout comment ils veulent le faire, dans la sérénité totale. Alors, on va commencer par décortiquer plus ou moins le transport aérien. Il faut dire que l'état des lieux actuel démontre à suffisance que le transport aérien ne se porte pas bien au Gabon. La preuve, elle est là, c'est que vous voyez tout le tarmac. Nous n'avons qu'une seule compagnie aérienne, Afrijet, qui fait quelques aéroports provinciaux, parce que tous ne sont pas forcément pris en compte au niveau de l'Organisation internationale de l'aviation civile, donc l'OACI. Et nous n'avons qu'un seul aéroport, par exemple, actuellement, c'est Port-Gentil, qui est déclaré au niveau des instances internationales. Donc, le transport aérien ne se porte pas bien. Il y a beaucoup de dysfonctionnements actuellement. Et au-delà des aéroports, nous n'avons plus de compagnie aérienne nationale. Donc, c'est pour dire que nous ne nous exprimons pas. Notre souveraineté, en réalité, ne s'exprime pas. À cela s'ajoute aujourd'hui, comme vous pouvez constater, le prix exorbitant du billet d'avion, situation que nous avons trouvée. On y remédie tout à l'heure, certainement, j'en reparlerai. C'est autant de situations qui démontrent à suffisance que notre transport aérien ne marche pas. Nous ne sommes pas représentés du tout. Et dire que le transport, dans toute sa globalité, c'est un domaine de souveraineté dont un État doit nécessairement s'approprier. Comment on règle ça déjà? Allons cas par cas. Comment on règle la question? Quelle solution à court terme pour rendre sa souveraineté à ce secteur? Mais à court terme, il faut un travail de fond. Nous l'avons d'ailleurs commencé, si vous voulez que je l'aborde. Il n'y a pas longtemps, le chef de l'État m'a instruit de travailler sur une nouvelle compagnie nationale. Très bien. Et ici, on va dissocier deux volets. Il y a le volet purement national et le volet international. Et nous y travaillons déjà. On a plusieurs modèles économiques. Il n'y a pas longtemps, nous avons été reçus par l'avionneur Boeing au niveau de Dubaï, la sous-région. Donc, on a ramené des bonnes pistes. Il y a des bonnes choses à faire. Localement, il y a déjà Afrijet avec lequel on peut faire beaucoup de bonnes choses. Donc, oui, on peut y remédier. Faire de bonnes choses avec Afrijet qui a le monopole et qui coûte cher selon certains Gabonais. Est-ce que ce n'est pas enfoncer une porte ouverte? Non, en fait, il faut dire que les Gabonais, non, mais ce n'est pas expliqué convenablement. Le prix du billet ne dépend pas de Afrijet. Le prix du billet dépend de l'exploitant de l'aéroport et des taxes qu'on y met. Alors, on met des taxes et ces taxes-là sont utilisées. Elles sont enregistrées au niveau de l'IATA, l'organisme international en la matière. Et donc, les agents de voyage vont sur la liste IATA, ils voient sur le site Gabon, le Gabon a inscrit telle taxe et ils les prennent, ils les appliquent, D'accord, mais est-ce que le Gabon n'a pas aujourd'hui intérêt à aller revoir ces taxes-là? Alors, vous avez la bonne personne. J'ai eu les instructions fermes du chef de l'État et nous avons travaillé dessus.
on a décortiqué, il fallait aller en profondeur, on a décortiqué les taxes, il y avait environ 5 à 6 taxes qui n'avaient plus lieu d'être. Et ces taxes-là, on a sorti des arrêtés. Mais il y a un process. Il faudrait que l'IATA enregistre. Il faut que ça sorte de nos listes pour que désormais les compagnies d'agents, les agences de voyage et les compagnies aériennes puissent appliquer désormais le bon coût. Je crois que d'ici la fin de la semaine, l'impact devait se ressentir sur le prix du billet. Voilà qui est dit. Sur le plan international, allons-y. Qu'est-ce qui est prévu? Compagnie aérienne. Sur le plan international, écoutez, les paradigmes ont changé. Donc, il faut s'adapter à la nouvelle donne. Souvent, on voit le transport des personnels, mais il y a le cargo, il y a le transport du matériel vers lequel nous devons aller. Je prends un exemple. Beaucoup de Gabonais vont à Dubaï ou à Guangzhou. Bon, c'est l'île qu'il faut exploiter. Est-ce que le cargo, et je vous dis, le cargo rapporte peut-être même plus d'argent dans l'activité que les passagers. Donc, il faut qu'on aille vers ces lignes-là. Il faut qu'on aille vers Dubaï, par exemple. Il faut qu'on aille vers tout ce qui fait beaucoup de cargo. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. On est toute prétention gardée. On commencera certainement petit, la sous-région, déjà ce qu'on appelle la côtière. Et après, on pourra se projeter vers d'autres lignes. Et nous attendrons de voir tous ces changements parce que c'est de cela qu'il s'agit. Dans les quartiers, il se susurre que Monsieur le ministre des Transports est sur le plateau de Gabon 24 et donc il doit s'exprimer sur la ligne ferroviaire qui date de Mathusalem, qui déraille, qui fait dérailler les trains. Comment on règle la question définitivement, Monsieur le ministre? Alors, on n'a pas assez de temps. En effet, il y a un problème du rail. Le rail gabonais est assez vieux quand même. Et il faut dire ceci. La dimension de ce rail n'a pas été nécessairement prévue pour transporter tous les minerais qui passent par là. Aujourd'hui, on a pratiquement 4 ou 5 producteurs de minerais, notamment le manganèse et le fer, et nous transportons par ce même rail, en sus de cela, les passagers et les grumes de bois. C'est pour dire que ce rail-là, qui est déjà suranné, ne supporte plus cela. En fait, il n'y a pas eu d'évaluation entre les capacités de production du minerai et ce qui est prévu par le constructeur à transporter par ce rail. Et nous avons eu une réunion déjà avec les transporteurs, nous avons eu une réunion avec les producteurs et les compagnies qui sont chargées de l'entretien de ce rail. On a discuté, on a convenu qu'il faille baisser la quantité de minerais à transporter. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre 3 jours dans la semaine. Et ces 3 seront dédiés à changer le rail. La dimension du rail que nous avons, c'est du rail 50. Il faut passer au rail 60. Et il y a les zones d'instabilité qu'il faille traiter en profondeur parce que le Gabon, la pluviométrie, c'est un pays fortement hydrographique. Donc, il y a de l'eau partout. Et il faut traiter ce rail. Et pour le traiter, il faudrait qu'on lui donne du temps pour respirer. Le gouvernement a mis un programme qu'on appelle le programme de remise à niveau de ce rail. Et nous l'avons revisité. Il faut avouer que ce programme a été quand même mal exécuté par rapport à ce que nous voyons maintenant. Donc nous avons mis en arrêt ce programme et avec le ministère du Commerce, on travaille sur un nouveau programme de remise à niveau qui prenne en compte véritablement la donne actuelle, c'est-à-dire l'adéquation entre ce que nous transportons et ce que le rail... Mais en attendant qu'on règle la question, comment on fait pour le transport Mais ce que je vous disais, on a baissé la quantité du minerai pour que le rail se porte mieux et il continue à travailler. Tant bien que mal, on répare et il continue à transporter. Mais sur cette voie, il y a aussi des passagers, il n'y a pas que les minerais, Monsieur le ministre. Comment on fait pour ces gens? Il faut alterner. Il y a une balance. Il y a une balance. On sait à quel moment on doit passer un train minéralier et à quel moment le train du personnel doit passer. Il y a un programme. D'accord. Et là, ça va régler la question définitivement des déraillements de train? Oui, non? A priori, non, oui et non. Normalement, vu l'âge de ce rail que nous avons actuellement, avec tout ce qu'il y a comme minerai à sortir vers les zones portuaires, il faut qu'on s'engage certainement à la construction d'un nouveau chemin de fer qui pouvait à la limite être dédié seulement au transport du minerai. Et là encore, les études sont entreprises. Très bien. On a des investisseurs qui sont prêts à venir investir, le faire avec nous, mais ça doit être étudié convenablement afin que le Gabon ne puisse pas toujours se retrouver avec la partie congrue. Donc on travaille dessus et je peux vous assurer que il y a des solutions, il y a des investisseurs dans le schéma de P3, partenariat public-privé. Il y a des solutions qui vont être déposées dans quelques jours sur la table du gouvernement pour décider. Et vous avez parlé du domaine portuaire. J'aime beaucoup ce domaine-là puisqu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent du côté d'Ovando et de Port-Gentil pour dire attention, monsieur le ministre, recevez-nous, sinon on bloque l'activité portuaire. Je vais parler des concessions qu'on trouve dans le port qui, à l'origine, devaient améliorer l'infrastructure portuaire. Est-ce que ces concessions tiennent encore la route? Posons les vraies questions. D'accord.
Écoutez, la vraie question, c'est celle de comprendre ou de savoir que le porc est un intrant important dans le coût du panier de la ménagère. Donc nous abordons la question plutôt sous cet angle et nous avançons progressivement pour voir ce qui ne va pas au niveau du port d'Owendo. C'est vrai, il y a beaucoup de concessions. Déjà, on n'a plus de transit. L'acconnage et le transit ne sont faits par aucune entité gabonaise. Donc, c'est des leviers de commandement. Le port, c'est un organe de souveraineté. Donc, je conçois qu'à un moment donné, il faille voir dans quelle mesure on peut se réapproprier ce levier. Et justement, en parlant de domaine de souveraineté, il y a une concession de l'OPRAC, GPM, Gabon Port Management, là où le Gabon n'est pas actionnaire majoritaire, comment un domaine de souveraineté de l'État se retrouve dans les mains d'autres nationalités? Comment cela s'explique? Je comprends parfaitement votre question et nous avons reçu déjà les employés de GPM, même le directeur de GPM, je l'ai déjà reçu, mais nous sommes en enquête. Il y a certaines choses pour les comprendre, il faut mener des enquêtes en profondeur. Nous avons déjà des éléments sur cette enquête et comme je vous disais tantôt, il faut qu'on dépose sur la table du gouvernement. Pourquoi? Parce que nos prédécesseurs ont signé des contrats et dans la continuité de l'État gabonais, on ne peut pas se déjuger sur ce que les autres ont fait. Donc il va falloir trouver des mécanismes juridiques, il va falloir trouver des stratégies pour voir comment on peut se réapproprier progressivement cet organe de souveraineté qu'est le port Owendo. Et aujourd'hui, je reste toujours sur le cas de GPM parce qu'il emploie de nombreux Gabonais. Est-ce qu'il y a là spécifiquement, pour ces voix qui s'élèvent depuis un certain temps pour dire qu'il y a un mauvais management, une mauvaise requalification des forces en présence, est-ce qu'il y a un pas de votre part franchi pour justement parvenir à un déblocage de la situation à court terme? À très court terme, nous discutons avec la hiérarchie. Nous sommes déjà en discussion avec la hiérarchie. Et pas avec les employés, mais avec Si, avec les employés. Tout ce qu'on fait, il y a les employés, il y a l'employeur toujours. Ce n'est jamais un aparté. D'ailleurs, nous assistons seulement à la discussion et nous faisons tout pour que l'employeur et les employés puissent s'accorder avant que de signer un procès verbal de conciliation. D'accord. Et on espère donc une solution pour les agents de GPM. On espère juste que le port continuera de fonctionner. Alors, le 9 mars dernier, je convoque vos souvenirs, le naufrage du navire Esther Miracle a eu lieu devant nous tous. Vous êtes marins, donc vous savez comment cela s'est passé. Il a coûté la vie à de nombreux compatriotes. Il y a encore des familles qui pleurent leur mort à qui ils n'ont pas pu rendre un dernier hommage. Des personnes ont été placées sous mandat de dépôt et puis rien, silence radio. On ne sait pas qui a fait quoi, on sait juste que le capitaine et son équipe ont été placés sous mandat de dépôt, quelques responsables de la marine marchande, mais jusqu'ici, rien, aucune information. Vous arrivez, vous héritez de ce dossier, qu'est-ce que vous faites? À court terme, quelle réponse à ces familles qui attendent toujours? Bon, je viens à peine de recevoir ces rescapés de Esther Miracle. À l'instant, il sortait de mon bureau parce qu'on essaie de mettre en place un programme de suivi. En fait, il aurait fallu qu'on mette en place un programme de déchocage déjà, parce que c'est des gens qui ont été choqués et il faut les prendre en compte et aborder un certain langage avec eux. Mais pour vous dire auparavant, ce qui n'était pas de mise à l'époque, le chef d'État a demandé que nous puissions mettre en place un plan de sauvegarde de la vie humaine en mer. Et ce plan, nous y travaillons. Nous sommes à la deuxième conférence. On vient de Port-Gentil où on a réuni tout le milieu marin, tous les opérateurs du milieu marin pour travailler sur ce plan, dégager des fonds pour que dorénavant, quand cela arrive, on puisse réagir convenablement. C'est pour dire que dès qu'on a mis en place un fonds, effectivement, à ce moment-là, on peut s'occuper convenablement des naufragés ou des survivants. Mais il n'y a pas que les naufragés, puisque le transport, il est toujours effectif au niveau de la ligne, sur la ligne Port-Gentil, Libreville ou encore Port-Gentil, Lambaréné. Monsieur le ministre, la véritable question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est que après ce miracle qui a levé un certain coin du voile sur des dysfonctionnements réels dans le secteur, est-ce qu'il y a eu des mécanismes, on va dire, importants pour permettre que plus jamais ce type de naufrage se reproduise dans les eaux gabonaises? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place, des mécanismes de contrôle, j'entends? Alors, ça c'est le pan de la mer. Écoutez, on regarde la mer d'une certaine manière, on ne voit que la plage, on voit le lointain, mais la mer est organisée. Le Gabon a déclaré être propriétaire d'une zone exclusive économique, donc c'est l'extension du
de notre pays, de notre terre. C'est-à-dire qu'on l'a grandi d'environ 265 000 km² en sus. Alors, il faut gouverner. Il faut qu'on mette en place ce qu'on appelle la gouvernance maritime avec tous les pans qui doivent être abordés. Il faut qu'on mette en place une juridiction maritime saine, qu'on mette en place les aspects de sûreté, de sécurité. Il faut qu'on contrôle l'économie bleue, il faut qu'on contrôle la réponse aux catastrophes en mer. Mais tout ça, on fait ça quand, monsieur le ministre? Mais je vous disais que nous sommes en train de le faire. Je vous disais tantôt qu'on a mis en place. Le premier mécanisme, déjà, c'est le plan de sauvetage. Un plan, c'est des gens qui répondent, des moyens qui sont préparés et des acteurs qui sont prêts à y aller. Nous sommes là-dessus. Maintenant, il y a un autre volet. Vous avez vu le cas de Logimar il n'y a pas longtemps. Ils ont eu 2 délestages mécaniques en mer. Ça peut exister. Eh bien, nous avons demandé à cette compagnie d'arrêter de naviguer tant qu'ils ne nous fourniraient pas des certificats de navigabilité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois, ou tous les 2 ans, un bateau doit aller en hyper, ce qu'on appelle les indisponibilités périodiques d'entretien. Et ce sont ces hyper qui présentent à l'administration maritime pour qu'il ait le droit de naviguer. En fait, je vais vous dire quelque chose. Le cas d'Esther Miracle, c'est un bateau qui était peint, convenablement peint sur la coque, parce que le bateau a 2 parties. Il y a ce qu'on appelle les œuvres mortes, c'est là-haut, et les œuvres vives, ceux qui sont en contact, en dessous de l'eau, ceux qui sont en contact donc avec l'effet Archimède. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Généralement, on repeint l'eau, mais le bas, on doit le sortir. Il faut que le bateau aille sur un slipway, comme on appelle, qu'on inspecte, qu'on fasse l'antifouling et qu'on change les anodes pour que le sel marin ne corrode pas le bateau. Donc, des fois, on peut appliquer un certificat de navigabilité sans savoir ce qui se passe au niveau de la alors, coque. quel rôle joue véritablement la marine marchande sur cette question? Parce que n'importe quel bateau peut s'improviser sur les eaux gabonaises, finalement, avec un certificat que Mme Galibika aurait signé, disant que ce bateau est apte à naviguer sur les eaux gabonaises. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de garde-fous qui ont été mis en place à la suite de ce naufrage pour, justement, régler ce problème de fond? Le garde-fou est très simple. Le bateau doit aller à un chantier naval. Il monte, on le sort complètement de l'eau, on le travaille, et quand ce chantier a fini de le travailler, il le remet à l'eau et il lui délivre un certificat de navigabilité. On peut même aller plus loin. Quand on mesure l'épaisseur de coque au laser, on doit pouvoir savoir que ce bateau est en fin de vie, donc il ne doit plus naviguer. Et c'est de ça qu'il est question, mettre en place une gouvernance maritime afin que tous ces aspects, toutes ces externalités qui semblent banales mais très importantes pour la survie de la vie en mer soient pris en compte pour que nous puissions ne plus jamais commettre ce que nous avons connu avec Et il y a la Esther Miracle. corruption, disons-le clairement, dans le secteur maritime, qui est décrié par un certain nombre de compatriotes. Comment on règle la question dans ce secteur qui est véritable? Écoutez, nous sommes en train de mettre en place des systèmes pour que les contrôleurs n'aient plus de contact avec l'argent. C'est vrai, il y a la corruption. Très bien. Mais il ne faudrait plus qu'ils aient de contact avec l'argent, qu'ils payent d'une certaine manière au Trésor avant que des certificats ne soient délivrés. Et nous sommes en train de travailler sur tous ces processus. D'accord. Puisque nous sommes en mer, nous y restons pour parler de la mer, l'autre pan qui vous concerne d'ailleurs. Ce pan nous dit que la mer est riche. 11 réserves maritimes, que des chiffres jolis comme ça. Et puis, malheureusement, ces secteurs-là ne profitent pas aux locaux. Comment on renverse la vapeur? Alors, je vous disais tantôt qu'il faut une gouvernance maritime. Oui. Alors, donc, là, nous abordons le volet de l'économie bleue. C'est cela. Voilà, l'économie bleue doit être organisée. D'abord, il faut protéger la ressource en mer et puis penser à faire des ports de débarquement. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a la pêche au Gabon, la pêche hauturière. Nous avons certainement les plus belles réserves de thon de l'Atlantique. Pourquoi? Parce que le thon dure, la campagne thonière dure 7 mois au Gabon. Donc, c'est la plus longue certainement en Atlantique. Alors, il faut capter ces moyens. Comment les capter? Comment? Il faut que le thon soit débarqué au Gabon et qu'il soit enregistré au Gabon avant d'être exporté. C'est la seule manière. Et même transformé par Pourquoi la suite. pas? Bon, ça, c'est le volet de mon collègue de l'agriculture qui gère la mer. Mais il faut construire des usines de transformation de poissons. D'ailleurs, c'est ici la création de l'emploi, création de richesse. Tout à fait. Merci beaucoup. Moi, je voulais terminer avec le plus important, ce sont les taximans, vos frères taximans. Ils ne sont pas nombreux dans ce secteur. Oui, nous avons fait le tour, mais là-bas, on n'a pas touché. Récemment, ils ont
donné de la voix pour dire attention, il y a trop de taxes qui pèsent sur leur entreprise. Ce sont des entreprises personnelles, certes, mais il y a quand même plusieurs taxes. Alors, au niveau du transport en commun, qu'est-ce qui va être fait à court, moyen et long terme? Déjà, pour régler ces questions de taxes, la question des raquettes qui en découlent aussi, parce que c'est un véritable problème pour ces taximans, ces transporteurs. Et au-delà, comment nationaliser également le secteur? Ça fait 3 questions en une. Nationaliser le secteur. Comment susciter l'intérêt de vos compatriotes dans le secteur du transport en commun, par exemple? En fait, il y a peut-être une surabondance des permis expatriés à un moment donné. Il faut qu'on jugule ça, il faut qu'on règle ça, il faut qu'on mette des normes. Nous sommes en train de voir complètement d'ailleurs le texte, nous sommes en train de le restaurer, le texte du permis de conduire. Nous sommes en train de le revoir complètement pour voir dans quelle mesure on peut favoriser plutôt la délivrance de ce genre de permis aux Gabonais, déjà pour occuper le secteur. Voilà, il faut déjà un engouement. Et puis, madame, souvenez-vous, on a déjà mis des programmes en place où on a donné des taxis aux Gabonais et l'expérience n'a pas été trop réluisante. Donc, il faut revoir encore. Est-ce que c'est un problème de mentalité? Est-ce que c'est un problème de négligence? C'est des aspects sur lesquels nous travaillons actuellement, en ce moment. Maintenant, par rapport aux taxes, aux raquettes, nous sommes en train de travailler avec et la mairie et les forces de l'ordre pour voir dans quelle mesure on peut combiner nos actions, les identifier pour que ce genre de situation, parce qu'il faut le reconnaître, ça arrive de temps en temps, pour les éradiquer totalement. Nous sommes en train de travailler avec les 3 composantes. Ça arrive de temps en temps. Oui, ça... D'accord. Sauf que les transporteurs qui font la nationale se plaignent de ce qu'il y a trop de barrières sur la route et que ces barrières participent au coût élevé des aliments qui sont vendus sur les étals. Oui, il y a véritablement un problème. Cela n'arrive pas de temps en temps, monsieur le ministre, cela arrive presque tous les jours. Et donc, il faut trouver des solutions à court, moyen et long terme. Et la question, c'est comment on règle cette question définitivement? Je vais vous le dire. Voilà. Je vais vous le dire. S'il vous plaît. Cette question, nous sommes en train de projeter la direction générale de la sécurité routière, de les mettre sur la route. Ce sont des brigades qui doivent être permanentes. Très bien. Donc, il leur faut des moyens. Je vous le dis, au moment où j'arrive, cette direction générale n'a même pas un véhicule. Ils doivent aller contrôler à Kango, ils doivent aller contrôler à Bifoun. Donc, nous sommes en train de les rééquiper totalement pour qu'ils aient des moyens pour le faire aussi convenablement. Je peux m'aller plus loin. On est en train de mettre en place dans ces moyens, ces véhicules, des transpondeurs pour qu'on puisse les surveiller, pour savoir où est-ce qu'ils vont et être même en contact avec les véhicules. C'est à l'horizon, 2027? Ah non, je crois d'ici janvier, non. D'ici janvier. C'est pas une vue de l'esprit. Non, c'est pas une vue de l'esprit. L'étude, elle est là, vous savez, on fait des études avant que de se projeter sur le terrain. Donc, je peux pas vous dire mieux. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure faire un permis biométrique, comment faire une carte grise biométrique. Les instances sont là, on a travaillé dessus. Non, il ne manque plus qu'à ce qu'on commence les équipements, qu'on les mette en place pour qu'on essaie d'évoluer et de rasséréner le domaine du transport. D'accord. Il y a le transport aussi de l'État, oui, parce que la gratuité des transports est réelle au Gabon, sauf que les moyens de transport, les bus, j'entends, pour certains sont, comme on dit au quartier, un peu façon. Je n'ai pas envie d'utiliser certains termes. Comment on disponibilise déjà les bus à l'intérieur du pays pour que les populations de l'intérieur du pays puissent également bénéficier de cette gratuité et surtout comment on règle la problématique de l'entretien de ces moyens roulants. Très bien. Je vais commencer par la dernière question. La gratuité qui est mise par le gouvernement, c'est justement pour pallier à ces problèmes d'entretien. C'est pour que justement ils puissent entretenir dans le cas où l'État, à un moment donné, sait que ces bus, ces moyens de transport ne font pas véritablement du chiffre. Donc, c'est ce qui permet effectivement l'entretien. Mais en fait, il faut comprendre notre phénomène. Le bus a une durée de vie. Après 5 ans, 6 ans, un bus a atteint son état d'obsolescence. Donc, il va falloir certainement le changer. Et ça doit être des plans progressifs. On sait qu'on a commandé 50 bus qui vont atteindre leur âge de vétusté dans 5 ans. On met en route la commande de nouveaux bus. Pour comprendre, qu'est-ce qui se passe? Là, le cas de Sogatra, par exemple, ils ont des bus qui ont 9 ans. Vous comprenez qu'après 9 ans, on court après la pièce détachée pour le mettre en route.
on a mis en place ce programme. On va recevoir des investisseurs. Il y a Scania, par exemple, qui veut venir au Gabon investir. Il y a d'autres compagnies européennes, notamment, qui viennent investir. Nous sommes en train de voir comment renouveler tout le parc pour qu'on arrive à quelque chose de prohibitif. D'accord. Et on vous le souhaite vivement parce que nous sommes arrivés au terme de cet échange. Déjà, oui, 26 minutes pour refaire le monde ne suffisent pas, mais malheureusement, nous avons besoin de parler de temps en temps de ce que vous faites, même si vous faites partie de la Grande Muette. Mais merci de nous avoir édifiés sur ces questions essentielles. Alors, la gratuité à l'intérieur du pays, c'est pour quand? Parce qu'à la question, vous n'avez pas répondu. On a le Grand Libreville qui est couvert, mais à Port-Gentil, à Ngomo, je veux dire, il n'y a pas de voiture à Ngomo, mais à Makokou, à Mivoul, à quand la gratuité du transport? Mais il y a déjà des bus dans ces zones. On a déjà mis des non, bus gratuitement, oui. Gratuitement. Oui. Ah, attention, il y a l'interurbain, n'est Oui. certainement pas gratuit. Mais à l'intérieur des villes, comme à Lambaréné, les bus, ils ne sont Non, pas à payants. Lambaréné, c'est effectif. Oui. Je vous parle d'Oyem, Chibanga, Mouila et les Alors, autres. je vous disais Mayumba. tantôt, madame, qu'il y a un âge pour un bus. Aujourd'hui, D'accord. le parc est vraiment vieillissant. Et même quand on les projette à l'intérieur du pays, parfois ils sont en panne, ils sont là, ils y sont mis en panne. Donc, en renouvelant le parc, on a prévu qu'il faille un déplacement. On cherche à peu près 200 bus pour voir dans quelle mesure on peut vraiment déployer à l'intérieur du pays. Et compter que dans 5 ans ou 6 ans, ils ne tomberont pas en panne parce qu'ils seront neufs. Mais là... Quel avenir pour Sogatra, Transeup? Tout cadeau tue le cadeau, comme on dit. Comment est-ce qu'on envisage ces sociétés à court terme? À court terme, il faut bien qu'elles commencent à faire du chiffre. D'accord. Et il y a eu un événement qui a créé cela. Et aujourd'hui, les crises sont certainement passées. Après, il faut laisser un temps de réadaptation. Donc, nous sommes dans le pipe, comme qui dirait. Et nous pensons, là encore, que c'est une décision gouvernementale. Il faut que, de manière collégiale, le Conseil des ministres se réunisse et dise, bon, maintenant, fini la gratuité, ils doivent travailler. Nous y allons. Et ce n'est pas un système de gratuité, mais c'est parce qu'il y a eu des circonstances qui avaient fait que nous y soyons. D'accord. Merci à vous, capitaine de vaisseau Moudou Mandinga Dieudonné Loïc, ministre des Transports de la mer, de la Marine marchande et de la mer. Merci d'avoir été avec nous sur Gabon 24. Mais c'est moi qui vous remercie. À vous de nous avoir suivis. Les programmes de Gabon 24 se poursuivent.